Bonjour, aujourd'hui nous abordons le chapitre 10 qui traite de la représentation spatiale des molécules. Deux parties dans ce chapitre. La première, on va redéfinir un certain nombre de méthodes pour représenter une molécule le plus précisément possible et passer d'une représentation plane à une représentation tridimensionnelle. Et ensuite, on va voir que pour une certaine formule brute, on va pouvoir distinguer de nombreuses formules semi-développées, voire développées, et donc faire apparaître la notion d'isomérie. Première étape, donc, la représentation des molécules. Donc dans le cours, vous avez deux types de représentation. La première, vous la connaissez déjà, il s'agit de la formule topologique. C'est donc une formule qui permet de représenter une chaîne carbonée par une ligne brisée. Si je prends l'exemple d'une molécule simple, alors par exemple, je représente la molécule C2H6O et je représente toutes les possibilités d'agencement des différents atomes. J'arrive donc à deux formules semi-développées. Voilà les deux formules semi-développées. Ici, nous avons un hétéroxyde avec l'atome d'oxygène qui est coincé entre deux groupements méthyl. Et là, nous avons la molécule que l'on a déjà rencontrée qui s'appelle le méthanol. Ceci correspond aux formules semi-développées. Si maintenant je représente les formules topologiques de ces deux molécules, cette molécule possède deux atomes de carbone, représentés par une ligne droite, à chaque extrémité un atome de carbone, lié à un atome d'oxygène, qui est lui-même lié ici à un atome d'hydrogène. Si je représente la formule topologique de la deuxième molécule, nous avons un atome d'oxygène, qui est relié à un atome de carbone et à un autre atome de carbone. Donc voilà pour les formules topologiques. L'intérêt de cette formule topologique, c'est de mettre de côté toute la structure carbonée, tout le squelette carboné, pour ne représenter que les molécules différentes qui vont assurer une certaine réactivité et surtout qui vont apporter une fonctionnalité à la molécule. La deuxième représentation, qui est une représentation nouvelle pour vous cette année, s'appelle la représentation de Kram. Donc là, la représentation de Kram, vous avez trois conventions qui figurent ici en rouge. Une liaison dans le plan de la feuille représentée par un trait plein, une liaison qui part en avant du plan de la feuille représentée par un petit triangle, et une liaison qui part en arrière du plan de la feuille représentée par cette espèce de triangle en pointillé. Quel est l'intérêt de la représentation de Kram? C'est celui d'amener une perspective dans la représentation d'une molécule. C'est-à-dire que la formule topologique reste une formule totalement plane, donc on voit les différents atomes qui sont liés à la chaîne carbonée, mais on n'a aucune idée de la géométrie spatiale de la molécule. Alors que la représentation de Kram va nous permettre de donner une certaine profondeur et un aspect tridimensionnel à la molécule. Donc je vais passer sur la tablette et on va essayer de représenter avec cette convention un certain nombre de molécules. Donc j'ai ici trois molécules distinctes, la première molécule du méthane, la deuxième de l'éthane, la troisième une molécule d'éthanol. Ceci correspond donc aux trois formules brutes. Je vais représenter les trois formules développées. Voilà donc les trois formules développées de ces trois molécules. Vous remarquerez que on ne distingue aucune liaison d'une autre, c'est-à-dire que toutes les liaisons sont représentées par des traits pleins, ce sont des liaisons covalentes, et sont toutes dans le plan de la feuille, c'est-à-dire ici le plan de la tablette. Dans la réalité, l'atome de carbone qui se trouve ici à chaque fois dans chacune des molécules est un atome de carbone tétragonal, c'est-à-dire que les liaisons constituent un tétraèdre, donc une figure tridimensionnelle. Donc l'intérêt de la représentation de Kram, c'est de montrer que certaines de ces liaisons ne sont pas dans le plan de la feuille, et donc de faire une projection tridimensionnelle. Donc qu'est-ce qu'on a? Si vous prenez la molécule en main, vous vous rendez compte qu'il y a toujours deux liaisons carbone-hydrogène qui sont dans le plan. Et que si vous placez deux liaisons carbone-hydrogène dans le plan, il y a une liaison qui sort du plan, donc elle vient en avant, et il y a une liaison qui est en arrière du plan. Et donc la représentation de Kram par l'intermédiaire de ce petit triangle et de ce petit pointillé donne une espèce de profondeur à la molécule. Si on réalise la même chose avec, par exemple, la molécule d'éthane, donc là on se rend compte, si on la construit, qu'on est capable de mettre trois liaisons dans le même plan. Hydrogène-carbone, carbone-carbone et carbone-hydrogène. Et ensuite,
qu'est-ce qu'on va avoir? Une liaison en avant du plan, une liaison en arrière du plan sur chacun des deux atomes de carbone. Et donc cette représentation permet de donner un côté tridimensionnel à la molécule. Dans le cas de la molécule d'éthanol, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que un des substituants, au lieu d'être un atome d'hydrogène, sera simplement le groupe hydroxyle. Donc cette représentation, alors le groupe hydroxyle, c'est là que deux possibilités, soit vous le mettez en arrière du plan, soit vous le mettez en avant. Je décide de le mettre en avant. Donc voilà le principal intérêt de cette représentation, c'est de passer de quelque chose qui est totalement plan, qui est écrasé sur la feuille de papier, à quelque chose qui correspond à la molécule réelle, telle qu'on peut la construire à l'aide de modèles par exemple. Alors il existe une troisième représentation qui n'est pas du tout au programme cette année, qui s'appelle la représentation de Newman, qui elle a la particularité de regarder la molécule dans l'axe d'une liaison carbone-carbone. Donc là vous avez deux atomes de carbone, sur chaque atome de carbone on a trois liaisons, donc ce sont deux atomes de carbone tétravalents. On peut imaginer qu'à l'extrémité de chacune des liaisons il y a un atome d'hydrogène ou de n'importe quoi. Et donc on a représenté les trois liaisons sur chaque atome de carbone de couleurs différentes. Si vous regardez de ce côté-là, vous mettez votre œil ici, le premier atome de carbone comporte une liaison rouge, une liaison verte, une liaison noire. Liaison rouge, liaison verte, liaison noire. La liaison rouge vient en avant du plan, donc pour vous elle vient sur la droite. La verte en arrière, donc sur la gauche. Et la noire est dans le plan, donc elle est verticale. Et de même pour le deuxième atome de carbone. Donc cette représentation, je l'utiliserai tout à l'heure, c'est une représentation qui est une autre manière de représenter une molécule en regardant cette fois-ci selon l'axe d'une liaison carbone-carbone. On aborde maintenant la notion d'isomérie. Qu'est-ce qu'un isomère? La définition figure ici. Deux molécules sont dites isomères si elles possèdent la même formule brute, mais ont des formules semi-développées ou des formules développées différentes. Comme ce sont des molécules différentes, elles vont avoir donc des propriétés physiques, chimiques et biologiques totalement différentes. Donc ça, c'est une notion importante à retenir. Qu'avez-vous vu déjà par le passé comme type d'isomérie? La principale est ce qu'on appelle l'isomérie de constitution. Qu'est-ce que l'isomérie de constitution? Ça correspond aux différentes isoméries où les enchaînements d'atomes sont modifiés d'une molécule à l'autre. Alors j'ai détaillé ici trois isoméries, position, chaîne, fonction. Ce qui donne, si je les illustre un petit peu différemment, donc isomérie de chaîne, même formule brute, simplement au lieu d'avoir ici une molécule ramifiée, une molécule linéaire de butane, vous avez une molécule ramifiée qui contient exactement le même nombre d'atomes de chaque élément, mais qui correspond à du méthylpropane. Deuxième type d'isomérie, l'isomérie de position. Vous avez la position de l'atome de chlore qui change d'une molécule à l'autre. Vous avez soit du 1-chloropropane, soit du 2-chloropropane. Donc ça aussi, on déplace un groupe particulier, que ce soit l'atome de chlore, un groupe hydroxyle, etc. Troisième isomérie, l'isomérie de fonction, où par exemple la double liaison qui se retrouve ici avec l'oxygène correspond à un aldéhyde qui s'appelle l'éthanal, alors que là vous avez une double liaison carbone-carbone au lieu d'avoir une double liaison carbone-oxygène, et vous avez donc un alcène sur lequel figure un groupement hydroxyle. Ce nom éthanol n'est pas du tout au programme, bien sûr. Le deuxième type d'isomérie que vous avez vu l'année dernière correspond à cette famille qu'on appelle la stéréoisomérie. Qu'est-ce que la stéréoisomérie? La stéréoisomérie correspond aux isomères qui ont des molécules identiques, mais dont l'organisation spatiale des atomes est différente. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir exactement le même type d'atomes de chaque sorte sur chaque lié de la même manière. La seule chose qui change, c'est la répartition spatiale. Le meilleur exemple est ce que vous avez vu l'année dernière en termes d'isomérie ZE au niveau d'une double liaison. Donc là, la répartition des atomes, il y a un groupement méthyle, un atome d'hydrogène sur chaque atome de carbone qui participe à la double liaison, mais leur position spatiale va faire que soit les deux groupements méthyles sont du même côté, on parlera d'isomère Z, soit ils sont de part et d'autre, on parlera d'isomère E. Cette isomérie s'appelle donc la stéréoisomérie. Ce qui fait que
Cette grande famille des isoméries, pour l'instant, nous a permis d'en voir deux. Une isomérie de constitution, fonction, position, chaîne, et la stéréoisomérie qui correspond pour l'instant à la stéréoisomérie ZE. Une autre isomérie que l'on doit aborder, c'est la stéréoisomérie de conformation. Cette stéréoisomérie de conformation est basée sur la notion simple que lors d'une liaison carbone-carbone unique, donc liaison simple, la libre rotation d'un groupement par rapport à l'autre est possible, ce qui n'est plus le cas lorsqu'il y a une double liaison carbone-carbone. Donc, première chose, quand on va parler de conformation, on a forcément affaire à une liaison simple. L'exemple le plus parlant, c'est la molécule de butane. Donc cette molécule de butane, vous avez ici un groupement CH3, CH2, CH2, CH3. Comme il y a libre rotation autour de l'axe carbone-carbone, il y a d'ailleurs libre rotation autour de n'importe quelle liaison carbone-carbone, mais c'est celle-là en particulier qui va nous intéresser. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, on peut faire tourner un groupe par rapport à l'autre et imaginer une infinité de positions que peut prendre la molécule de butane avec chaque fois un petit décalage d'un dixième de degré ou d'un degré. Naturellement, il y a des positions qui seront plus favorables et d'autres qui le seront moins. Donc pour expliquer tout ça, je vais me servir d'un petit graphique qui est là, sur lequel vous avez ici les représentations de Newman dont j'ai parlé tout à l'heure. La position et la conformation la plus instable est celle-ci. Pourquoi celle-ci? Je vais vous montrer sur la tablette. Donc vous avez ici la molécule de butane, et j'ai donc sur les deux atomes carbone centraux, deux atomes d'hydrogène. J'ai donc maintenant, par exemple, possibilité de placer, pour les deux liaisons carbone substituants qui sont dans le plan, le groupement CH3. Quel est le problème du groupement CH3? C'est que c'est un groupement qui est très volumineux. Et tout ça dans le plan. Donc il va y avoir ici une proximité qui va être très gênante d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que ces groupements-là aiment bien avoir de la place, et donc ils vont s'arranger pour maximiser la place qu'ils ont à disposition, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc on se retrouve, dans ce cas-là, avec une possibilité de rotation qui est un petit peu bloquée, et donc c'est énergétiquement la situation la plus défavorable. La plus favorable, c'est assez simple à comprendre, c'est quand les deux groupements CH3 que j'ai ici sont le plus loin de l'un de l'autre. C'est-à-dire quand on fait tourner ce groupement-là de 180 degrés. Et donc on retrouve le groupement CH3 le plus loin de l'autre groupement CH3. Donc les deux groupements volumineux sont les plus loin. Cette situation est la plus stable. Et la plus stable, ça se traduit par un niveau énergétique le plus bas. Voilà la conformation la plus stable. On est énergétiquement dans la position la plus stable. La différence d'énergie entre celle qui est totalement, qui est la moins favorable et celle qui est la plus, c'est de l'ordre de 4 kilocalories, une dizaine de kilojoules par mol, à mettre en relation avec l'énergie d'une liaison qui est de 300-400 kJ par mol. Donc on est vraiment dans des passages d'une conformation à l'autre qui se fait par exemple simplement sur l'élévation de la température de la molécule dont on parle. Tout ce qu'on a ici, ça correspond donc à ce qu'on appelle des conformères. Si je prends le cas simple de l'éthane, vous voyez que dans le cas de l'éthane, tous les substituants étant identiques, on a une périodicité de 120 degrés, puisque tous les 120 degrés, les atomes d'hydrogène qui sont face à face, qui sont donc là où il y a le plus d'encombrement, vont se retrouver dans la même position avec les atomes suivants. Et donc on a là aussi une dizaine de kilojoules entre la position favorable où ils sont face à face, c'est-à-dire qu'ils sont éclipsés, et la position où ils sont le plus éloignés l'un de l'autre, qu'on appelle la position décalée. En résumé pour cette première partie, dans la stéréoisomérie, on a la stéréoisomérie de configuration, donc ZE, et ce que l'on vient de voir, la stéréoisomérie de conformation. On va tout de suite voir dans la deuxième partie ce que sont que les stéréoisomères de configuration, et notamment la notion de carbone asymétrique.